bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Retour sur le plateau, cette fois-ci on va essayer de voir ce qu'on peut voir dans les yeux de Stéphanie. Daniel Vabois disait, dans tes yeux, je vois la rue de Saint-Denis. Non, c'est pas ça. On va revenir à ce qu'on disait. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. La couture, comment ça va ? Ça va ? Oui, alors on va parler beauté aujourd'hui. Et c'est parfois, j'allais dire, c'est difficile à dire que quand on regarde la politique, on peut voir de la beauté dans le regard de certaines personnes. Mais en fait, si, Stéphanie voit cette beauté. Non, en fait, la beauté en politique, ça va être un outil selon l'électorat qui est concerné. Et ça, c'est différentes études sociologiques qui l'ont montré, en fait. Hein. On peut dire qu'il existe des têtes de vainqueurs, en quelque sorte, hein. En fonction de à quel endroit vous vous situez sur l'échiquier politique. En général, les gens associent la beauté à, par exemple, la richesse financière, le capitalisme. Quand on est beau, c'est qu'on a réussi. C'est un peu amour, gloire et beauté, en quelque sorte. Donc, ce sont des valeurs qui sont plutôt situées vers l'échiquier de droite. Ah, on continue. Et donc, ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Ça, ce sont des études. Je connais. Et notamment... Non, pas forcément, parce que les analyses auxquelles vous faites allusion relèvent des années 80 et après. Donc, on se base sur ce qu'on appelle vraiment des techniques de marketing. Exactement, ce sont des techniques de marketing et c'est basé sur des études récentes, hein, sur l'échiquier politique moderne, pas sur ce qui s'est passé il y a très longtemps. Donc c'est tout récent, je crois que ça date de 2015 ou 2016. C'est le professeur Lundvik de l'université d'Helsinki. Donc, il a étudié notamment l'Australie, l'Union européenne, l'Amérique et notamment les États-Unis. Et là, il a constaté que les candidats de droite sont présélectionnés consciemment et inconsciemment parfois pour ces qualités esthétiques de façon à mettre plus de chances au niveau de l'influence sur les élections. Alors, une bonne personnalité, quelqu'un qui a une coiffure, je dirais, souvent coupée au ras, dans le sens où ça déborde pas trop. Quelqu'un qui est toujours bien avec une veste qui, je dirais, il est très à l'aise dedans, qui a un pantalon où la découpe est... C'est quelqu'un qui va, ce qu'on appelle, forger un personnage qui va rassurer. Et notamment, on l'a vu, l'influence grandissante des spin doctors, et ces personnes qui sont là derrière pour dire comment se positionner, quelle couleur de vêtements choisir pour tel ou tel discours, en fonction du message qu'on veut faire passer. Tout à fait. Et à contrario, selon le professeur Jean-François Amadieu, qui est sociologue à la Sorbonne, il dit que la beauté étant un facteur de discrimination et de reproduction des inégalités. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens qui sont beaux ont tendance à rester entre eux, réussir et rester entre eux. Donc ça reproduit génération après génération cette réussite. Donc c'est une valeur qui va être plus mise de côté par les gens qui sont à gauche de l'échiquier politique. Alors voilà, si vous regardez l'état actuel de la politique, de tout ce qui est la génération Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, Chirac, c'est deux grands bonhommes, longilignes, toujours très bien habillés, le pantalon très bien découpé, la veste souvent fermée par rapport à d'autres, par rapport aux hommes de gauche, les hommes de droite. Enfin, pas la dernière génération, mais les générations d'avant gardaient leur veste fermée. Exactement. C'est une question j'allais dire,
aussi de marque. C'est-à-dire, il marque un groupe, l'appartenance à un groupe. Et d'ailleurs, on voit aussi la place de la première dame dans ces questions-là. C'est-à-dire qu'on va voir toujours les femmes, les premières dames, très chic, très élégantes, et toujours, c'est plus visible, disons, chez les gens de droite que chez les gens de gauche à cette époque-là. Alors, si on remonte à Valéry Giscard d'Estaing, à sa femme, je crois que c'était Anémone Giscard d'Estaing, je crois, a été toujours très, surtout de la coiffe, le chignon était toujours vraiment bien, vraiment fait, tenu. Il n'y avait pas un cheveu qui dépassait, et c'était vraiment très chic, effectivement. Voilà. Ce qui n'était pas le cas de Madame Mitterrand, qui était un peu plus sobre. Madame Chirac, un peu plus effacée. Et c'est vrai, avait toujours la même tenue de la vieille mémère. Hein. Je ne la critique pas parce que c'est une femme que je respecte. Mais il y avait eu cette tenue un peu de son âge quelque part et en même temps un peu effacée. Exactement, oui. C'est une personnalité qui a dénoté par rapport aux autres premières dames. Et surtout par rapport à l'élégance de Jacques Chirac. Oui. Jacques Chirac était une machine de guerre qui était toujours en mouvement. Il y avait toujours ses cheveux bien gominés, ses lunettes ça faisait de lui un homme qui avait de la classe, qui avait vraiment d'une grande élégance. D'ailleurs, ça a été le grand retour de la première dame élégante avec Madame Sarkozy, donc qui était d'ailleurs mannequin. Oui, c'est une ancienne mannequin, et puis devenue chanteuse. Et effectivement, elle a apporté de la classe à cette, une autre image aussi d'ailleurs, oui. Mais parce qu'elle a été moins effacée, elle a été plus présente. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy avait eu conscience de cette notion de beauté, de canon de beauté au niveau de l'image qu'il renvoie, et il faisait usage d'artifices pour se grandir, parce que il y a plusieurs critères à prendre en compte qui sont discriminants. Donc il y a l'âge, le poids et la taille, surtout pour les hommes. Pour les femmes, un peu moins, mais ce qui est déterminant pour un homme, c'est surtout son âge et sa taille. Et donc, il se grandissait. Sur les photos, on a vu qu'il y avait parfois des trucages ou alors... Il mettait des talonnettes aussi. Voilà, des talonnettes ou des marchepieds pour se rehausser. En tout cas, c'était le cas du maire PS que je retrouve son nom, le dernier maire PS, avant Macron, c'était... J'ai oublié son nom. François Hollande. Voilà, exactement, merci. François Hollande avait besoin d'être agrandi, parce que il y avait ces problèmes de taille pour lui, hein. Pour nous, on s'en fout. Oui, d'ailleurs, quand il a fait son coming out pour les élections, on l'a vu complètement rajeuni, transformé. Il avait minci, il avait changé de look, il mettait des costumes plus cintrés. Donc, on voit l'importance qu'ils accordent à cela aussi. On voit l'importance de la stature, de la posture de l'individu dans les élections. Et c'est vrai qu'on s'attache à l'homme. Dominique de Villepin, qui a été Premier ministre de Jacques Chirac, avait une stature. Grand, les cheveux bouclés, vraiment quelqu'un qui avait une posture magnifique pour un homme politique. Jacques Chirac, c'était pareil, Valéry Giscard d'Estaing, pareil. Mitterrand, qui a fait quand même, c'est le seul président à avoir fait 14 ans de présidence, était celui qui était le moins... Surtout, ne soyez pas fâchés par ce que je dis, était le moins élégant, entre guillemets, parce qu'il était plus petit, un peu plus rondouillard, mais il a quand même, pour montrer qu'il est resté 14 ans. Ça veut dire qu'il a été quand même un bon président pour ceux qui étaient autour de lui. Exactement. Et d'ailleurs, c'est en cela que je dis que selon les études, les valeurs de gauche s'attachent un peu moins à ce genre de choses-là. C'est, comment dire, c'est à la base même, c'est intrinsèque. Alors, on dit au départ que la gauche choisit plus l'individu plutôt que son image. Exactement, c'est ça. C'est parce que c'est une question de mentalité de l'électorat qui veut que ils ça se passe. Ils sont plus pour le projet, ils sont plus pour les propositions. Alors c'est pour ça qu'ils choisissent le candidat plutôt que de choisir l'individu. L'individu ou la stratégie.
la stratégie dans le sens où ils savent que ça pèse quand même, ça peut être un élément déterminant dans le cas où les personnes sont dans le doute, hésitent jusqu'au dernier moment, ça peut être un facteur de décision de dernière minute. Même si on n'arrive pas à le quantifier exactement, hein, parce que les gens, ils n'admettent pas que c'est pour ça qu'ils ont choisi tel ou tel. C'est difficile de dire, moi j'ai choisi tel président parce que je le trouvais beau. Bon, personne ne va le dire. Si, il y en a qui le disent. Ah, je l'ai vu lors de reportages. Non, c'est vrai. Et que ce soit Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy, ils ont de la prestance, ils ont du charisme, et les femmes sont, je dirais, friands de ces éléments-là. Jacques Chirac, je pense que ça aura été l'homme de la Ve République qui a une telle prestance, une telle élégance, et qui a connu autant d'aventures féminines. Oui, c'est vrai, on a entendu beaucoup parler de ces aventures avec notamment des actrices américaines. Donc ça fait partie de la légende quelque part. Ah ben, il n'a pas caché à un moment son, je dirais, de trouver quelqu'un comme la chanteuse blonde qui a ravagé tant de cœurs et dont j'ai oublié le nom, qui, lui, Brigitte vraiment, Bardot peut-être. Pas Brigitte Bardot, là. Celle qui chantait. Moi, excusez, j'ai vraiment d'un trou de mémoire là. J'arrive plus à trouver celle qui a joué entre autres, à nous. Non, c'est pas à nous la victoire. J'ai dit une bêtise. Si, c'est à nous la victoire également. Elle joue avec Gina Davis. Et comme quoi, je me rappelle de Gina Davis et non pas cette chanteuse. C'est vraiment incroyable. Bon, alors, je vais changer de sujet. Revenir sur le fait que j'allais dire la prestance, la séduction, ça joue beaucoup en politique. Et il y a des gens qui votent pour un homme ou pour une femme juste parce qu'ils les trouvent belles ou beaux. Eh oui, malheureusement. Mais par contre, ça a aussi un effet boomerang, comme l'appelle, c'est Monsieur Mark Van Delder de l'entreprise qui s'appelle Leaders et Opinions. Donc en fin 2016, début 2017, il disait qu'il existe un effet boomerang, c'est-à-dire que si quelqu'un est élu parce qu'il est beau, s'il ne fait pas attention à faire preuve d'humanité et d'empathie envers sa population, il va susciter l'agacement et être perçu comme arrogant. Quel visionnaire. C'est clair, c'est évident dans le comportement humain. On aime quelqu'un et si demain cette personne nous déçoit, on va lui en vouloir et on va lui trouver tous les défauts. Exactement. Mais c'est aussi un petit peu à l'image de chaque couple. Au début, on ne voit que les qualités, les avantages et tout ce qui nous attire. Avec le temps, on passe notre temps à regarder ce qui nous donne envie de le foutre dehors ou de le détester. C'est naturel et c'est humain d'ailleurs. Oui, donc je vais juste faire un petit point positif et point négatif de la beauté. Donc, quand on est beau, en général, les études montrent qu'on peut trouver un travail plus facilement, qu'on peut être payé mieux. Donc, en général, c'est à peu près autour des 2% de plus parce qu'on est beau. Et ça, c'est des études qui ont été menées par le professeur Daniel Hammermesh, qui est économiste. Donc là, les chiffres, ça le connaît. Hein. Et aussi, on trouve plus facilement, évidemment, un partenaire sexuel ou un mari, une femme. Voilà. Donc on trouve plus facilement le travail, la femme, le mari, et plus d'argent dans le travail. Mais par contre, les points négatifs, c'est que quand, par exemple, une femme est belle, elle est a priori perçue comme forcément stupide. On dit, elle est blonde, elle est stupide. Elle est jolie, mais elle n'a rien dans la tête. Voilà, elle n'a rien. Donc, quand on est belle, on n'a rien dans la tête. Ou alors, à l'inverse, si la personne est belle et intelligente, elle est perçue comme une menace. Et ça a été étudié. Et elle est perçue comme une menace par les hommes et aussi par les femmes. Donc, c'est compliqué. Hein. Et aussi les personnes qui sont belles sont perçues comme des personnes étant conscientes de leur beauté et forcément
est en capacité d'utiliser cette beauté pour réussir au détriment des autres. Et donc, du coup, on est perçu aussi comme une menace à ce niveau-là. Ce n'est pas de tout repos. C'est pas de tout repos, et je répondrai à Lalanne tout à l'heure. C'est pas, je crois que la définition que vient de donner Stéphanie, c'est vrai. Il y a des gens, et c'est vrai, Lalanne faisait une remarque là-dessus. La question, c'est vrai qu'il y a des gens qui, quand ils vous embauchent, ils payent votre sourire, votre beauté. Et peut-être qu'il les paye aussi le fait qu'il va peut-être vous mettre dans son lit. Ça, c'est une réalité. Maintenant, vrai ou faux, c'est selon. Ce n'est pas une vérité et chaque individu est différent. Mais par rapport à ce que vient de dire Stéphanie, la beauté est un critère sur lequel nous ne pouvons pas ne pas tenir compte. Il y a des gens qui embauchent une femme parce qu'elle est jolie, juste parce qu'elle est jolie. Ou peut-être parce qu'on va juste la mettre dans une vitrine ou à l'accueil parce qu'elle a un beau sourire et on va travailler ça. Ça aussi, c'est du métier. Comme quelqu'un qui sait bien s'exprimer, quelqu'un qui sait parler, calmer les gens, faire en sorte que ça n'explose pas et toujours maintenir un équilibre. Ça aussi, c'est une qualité. La question se pose, malheureusement, lorsque dans une entreprise, il y a 2 ou 3 jolies filles qui sont bien payées, mais qui ne font pas grand-chose, et que les autres qui travaillent ne sont pas bien payés. Là, c'est une autre façon de regarder. C'est une autre façon de voir les choses. Après, nous avons aussi nos croyances. Nous croyons que. Alors, par rapport à ce que vient de dire Stéphanie, méfiez-vous toujours de vos croyances. Parce qu'il y a des fois, les choses ne sont pas comme vous croyez. Parce qu'une femme est jolie, qu'elle est bien payée, que forcément, c'est quelqu'un qui est pas bien, ou c'est quelqu'un qui n'est payé que pour son sourire. Et peut-être que c'est vrai d'ailleurs. Peut-être qu'on l'a embauchée parce qu'elle a un beau sourire. Parce que c'est pour l'accueil. C'est pour accueillir les clients. C'est pour être agréable. Une jolie femme, quand elle est à l'accueil, les gens qui arrivent prennent le temps et ne sont pas pressés. Alors que si vous avez quelqu'un qui a un rictus et qui n'est pas avenant, on a vite envie de partir. Donc, vous voyez, n'ayez pas une vérité pour tout. Chaque moment a sa vérité. Et c'est ça que vous devez vous dire. Et dans la démarche que nous avons ce soir, en parlant de ça, c'est que prenez le temps de connaître la personne. Ne jugez pas sur le premier regard. Parce que souvent, on se trompe. Parce que derrière le sourire, parfois, il y a un individu qui a aussi ses problèmes, qui a aussi sa vie. Et parfois, il faut aussi se dire que nous sommes tous dans la même galère. Nous sommes tous sur le même bateau et nous essayons tous d'aller vers quelque chose qui nous mène. Et c'est pareil pour le sourire de l'homme politique. L'homme politique qui vous serre la main comme ça et qui sourit tout le temps, il ne sourit pas, il s'efforce d'avoir un visage pour vous. Oui, c'est vrai. C'est là tout l'enjeu des apparences, en fait. Il faut savoir décrypter et aller au-delà de ça pour comprendre ce qui se joue. Voilà. Alors, en politique, vous pouvez voter pour quelqu'un si vous vous trouvez beau ou belle. C'est pas interdit. Mais par contre, à l'inverse, s'il ne fait pas ce que vous attendez de lui, vous devez qu'en prendre qu'à vous. Vous en prendre qu'à vous, parce que c'est vous qui avez choisi de voter pour quelqu'un qui a un joli sourire, qui a un beau visage, qui parle bien. Vous n'avez pas trop pris le temps d'aller regarder quel est son programme, ou de lui demander quel est son programme. C'est peut-être ça, le souci aussi. Mm. Parce que si quelqu'un propose un projet pour faire des maisons, pour faire des écoles, et vous préférez le sourire de l'autre candidat, c'est vous qui choisissez. Oui, exactement. Donc là, c'est dépasser cela pour pouvoir tirer des conclusions pour les futures élections. Hein. Donc, oui, maintenant que vous avez les codes. Ici, à La Réunion, les élections de maire qui ont déjà commencé sur le terrain, les hommes ne s'habillent pas de manière vraiment ostentatoire pour séduire, du moins pas tout le temps et pas souvent. Mais ces gens-là, vous les connaissez déjà. Et alors, qu'est-ce qui va faire ou qu'est-ce qu'ils feront que vous allez choisir tel ou tel individu? Ça, c'est la question. Qu'est-ce qui fait que vous allez voter pour un tel par rapport à l'autre?
Qu'est-ce qui fait généralement que les gens choisissent? C'est pas le programme en tout cas. Malheureusement, pas toujours. Ce qui va influencer beaucoup, c'est l'impression de sympathie, l'impression d'être proche, d'avoir ce sentiment de proximité, que c'est finalement quelqu'un qui me comprend, quelqu'un qui est comme moi ou qui a de la famille qui est comme moi. Donc c'est plus ce genre de choses, à l'échelle locale, je veux dire, à l'échelle locale. Alors qu'à l'échelle nationale, c'est plus au niveau vraiment de l'aspect physique, de la beauté dont on parlait ici. Ce n'est pas encore tout à fait le cas. Alors, les élections municipales, c'est donc le premier tour le 15 mars 2020, le deuxième tour le 22 mars 2020. Vous aurez le temps de choisir. Mais je ne vais pas vous dire qui est le meilleur candidat, parce que je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que prenez le temps de regarder, d'écouter, de lire ce qu'on vous propose. Après, vous avez choisi sur un programme. C'est bien. Le candidat n'applique pas le programme, c'est pas de votre faute. Vous avez cru. Vous n'avez pas à vous en vouloir. Mais prenez le temps de choisir. Et quel que soit son sourire, son costume, la coupe de son pantalon, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il va apporter dans votre vie après l'élection. Exactement. Je voulais juste ajouter un point pour aider les gens à dépasser ce carcan qui est comme un plafond de verre pour les gens qui sont, disons, moins bien pourvus par la nature. C'est ça, toute la justice est là, c'est que c'est pas nous qui décidons, c'est qu'on est comme on est. Donc ce qu'il faut faire, c'est surtout prendre soin de sa santé, et notamment tout ce qui concerne les gros budgets comme le dentiste, l'ophtalmologue donc pour les yeux et le dermatologue. Donc vraiment prendre soin de soi à ce niveau-là, parce que ce sont des gros budgets, et plus on laisse traîner, plus ça va être compliqué ensuite, parce que c'est essentiel. Quelqu'un qui, par exemple, à qui il manque une dent ou qui a les dents pourries, il va fermer la bouche tout le temps et il va pas sourire et il va se fermer complètement, et ça va être compliqué pour le travail, pour les relations sociales et dans tout dans la vie, quoi. Donc il faut vraiment prendre soin de sa santé. Donc c'est la base pour pouvoir dépasser de se dire ah, je suis moche, je peux pas, j'y arrive pas, je vais pas sortir. Donc vraiment prendre soin de sa santé en priorité. Prendre le temps pour soi, prendre le temps de s'occuper de soi, de s'occuper de sa santé, c'est la priorité. L'élection, c'est une chose, mais votre santé, c'est la première chose qui vous importe. Et après, vous aurez le choix. Et c'est ça qui est important, c'est qu'après, vous aurez le choix. Alors, quel que soit ce que vous allez faire dans cette campagne, occupez-vous d'abord de vous, prenez soin de vous, que vous soyez candidat ou électeur, c'est la même chose. Priorité à votre santé. Merci. À moins qu'il y ait quelque chose à ajouter? Non, tout va bien. Alors, si vous voulez découvrir mon univers et mes coordonnées, mes tarifs, c'est sur ma page Facebook qui s'appelle Montrez votre beauté, ou alors sur Stéphanie Lacouture. Si vous avez besoin d'informations, vous avez besoin qu'on vous accompagne sur votre santé, votre beauté, Stéphanie Lacouture, donc est à votre service. Merci Stéphanie Lacouture pour ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles.